Bonjour Roland, bonjour Marc Goudianou. Oui, bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour à tous nos amis internautes et téléspectateurs. C'est un plaisir de Je vous voir. remarque un léger changement ce matin avec une belle croix Merci beaucoup. accrochée à une chaîne. C'est une bénédiction d'un père spirituel et donc je le porte avec assurance. Même si sur ce plateau, vous avez l'habitude de lire des versets coraniques. Oui, juste pour pouvoir montrer, en tout Pour cas, pouvoir équilibrer. pour pouvoir équilibrer avec Laurent qui est féru de versets bibliques. Bonjour Roland. Je me garde de me prononcer sur la croix qu'il a portée parce que s'il doit en parler, je risque d'aller très loin avec lui. Bon, de toute façon, c'est déjà bien de savoir que ce matin, il est enfant de Dieu complet. Il assume pleinement. Bonjour Carole Laye, bonjour Marc Goudianou, amis téléspectateurs internet, bonjour. Un plaisir renouvelé d'être avec vous. Plaisir partagé également. Nous allons démarrer avec Daibi Info. Daibi Info qui titre ce matin. C'est Daibi Info? Lisez d'abord, non? Bon, boucherie dans le département. C'est Daibi Info qui a écrit ça. Oui, c'est Daibi Info, je retrouve la partie. Boucherie dans le département du Zou, un poison lent servi à la population. Donc, comme vous pouvez le constater, nous démarrons par les faits de société sur ce plateau avant de parler politique. Donc, restez câblés. Oui, justement, on ne va pas parler tout le temps politique. Les politiques s'enrichissent là-bas. Nous, parfois, on en parle, on sait ce que ça coûte. Bref, on parle aujourd'hui santé parce que moi, je pense que ce sujet est un sujet capital. Il faut en parler ce matin. Tous les matins, j'assiste à un spectacle assez désolant. Des gens qui mettent de la viande de consommation dans des sacs de jute attachés sur les motos. Pas d'hygiène. Parfois, vous voulez trouver tuer un bœuf entier, mettre dans les tricycles là, sans couverture, dans la circulation, sous la fumée, la poussière tout le temps. Et donc, ce sujet, je pense qu'il vaut mieux qu'on en parle ce matin pour interpeller nos autorités, notamment le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, pour qu'ils aient un regard assez rigoureux sur cette manière de faire. Et je sais que ces moutons dont on parle, la grande partie quittent le marché de vente de bétail de zè. Et d'abord, il y en a qui tuent les moutons et qui les nettoient avec, en tout cas pour enlever les poids, c'est avec les poulets qu'on le fait. Déjà, c'est un problème, c'est un danger de société qui peut être cancérigène pour la population. L'eau qui est utilisée pour laver la viande, dès qu'on finit de brûler ça avec les pneus, allez voir la qualité de l'eau déjà. Et maintenant, on met ça dans des sacs malpropres, on les trimballe sur des motos, de zè jusqu'à Cotonou sous la poussière, la fumée, tout ce qui accompagne. Et c'est ça qui se retrouve dans nos plats, malheureusement. Parce que si vous demandez la viande de mouton, malheureusement, ces vendeurs de viande, et d'ailleurs même vous voyez aussi les boucheries aux abords de nos voies. Je ne vais pas en citer, j'en connais un au moins dans ma zone, dans ma zone. Je vous assure que quand je passe par là chaque fois, j'ai mal. Parce que la viande est exposée aux mouches. On a un petit bâton parfois, et parfois des produits. Là encore, quand les mouches y touchent, ça veut dire qu'ils n'ont même pas mis des produits de conservation toxiques à la santé. Et c'est pour ça que les mouches y ont accès. Oui, il y en a qui utilisent ces produits-là. Donc, il y en a qui laissent les mouches. En fait, ils doivent le faire dans des conditions assez plus hygiéniques, pour nous permettre de vivre en bonne santé. Mais malheureusement, ce que nous consommons aujourd'hui, et c'est pour ça que beaucoup de personnes, j'ai découvert tout récemment que beaucoup de personnes préfèrent s'entendre à 2 ou à 3 pour aller acheter des moutons à Djagbo, vers le cimetière là, et on leur tue ça, ils se partagent ça équitablement en fonction de ce qu'ils ont donné. Je crois qu'il faut que les gens comprennent, parce que les boucheries que nous voyons dans nos environnements là, c'est pas encore ça. Et donc ce sujet d'Abomey interpelle moi, c'est pour ça que j'ai préféré qu'on en parle, parce que je crois qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Il faut aller faire le contrôle à zè. Il faut maintenant rester à zè plaque pour voir le nombre de motos qui quittent les matins avec la viande là. Le bœuf est tué, sans couverture, on met ça dans un tricycle rouillé à la limite. Parce que d'abord, ne pas nettoyer et rouiller, et la viande est dedans, et puis on vous expose ça, et puis après, on mange ça avec tous les problèmes qui peuvent accompagner. Donc j'estime que, oui, que les autorités prennent leurs responsabilités pour nous permettre d'avoir, en tout cas, à manger de la viande de bonne qualité. De bonne qualité.
Roland, je dis Roland. Marc. Qui est Goudjanou. un féru qui mange bien la viande. Oui, de c'est mouton. vrai. Bon, vous savez, ce problème d'hygiène n'est pas seulement limité à la boucherie dans le département du Zou. Je pense que c'est dans tout le Bénin que ce type de problème se pose. Donc nous faisons bien d'en parler ce matin. En parler vraiment. Parce que lorsque la plupart des contrôles qui se font normalement dans les... Bon, il y a les abattoirs d'abord, d'accord, où les animaux sont tués. Et il y a le contrôle vétérinaire qui passe normalement chaque matin pour pouvoir faire les vérifications. Mais mis à part ça, tel que Laurent l'a dit, le canal de transport de ces viandes vers les boucheries et vers d'autres marchés également, ça pose véritablement problème parce que il est même recommandé que lorsque, par exemple, vous avez une maladie contagieuse, normalement, vous ne devez pas manipuler de la viande qui a été tuée. Parce qu'il y a une forte probabilité, par exemple, de pouvoir contaminer. Et donc, s'il y a contamination à ce niveau, ça veut dire qu'à travers les différents outils qui sont utilisés pour tuer, pour pouvoir découper, d'accord, la viande, c'est qu'on doit rester vraiment strict sur l'hygiène et la qualité. Et c'est là où les autorités doivent être interpellées à divers niveaux. Parce que nous avons normalement la police sanitaire qui, en réalité, doit être rigoureusement d'accord à tous les points, à partir même de l'abattoir jusqu'aux boucheries, afin de pouvoir vérifier, jusqu'à la boucherie, afin de pouvoir vérifier dans quelles conditions les viandes sont gardées là-bas. Parce que généralement, lorsque vous avez, il n'y a pas... Est-ce que c'est faisable sur toute l'étendue À du pays? Kota, les gars sont dans le feu avec les viandes mal conservées. Donc, déjà, les policiers peuvent arrêter là. Pourquoi ce n'est pas possible? C'est bien possible. Parce que, est-ce que ce n'est pas possible aujourd'hui de mettre à disposition, par exemple, des abattoirs des vétérinaires? Oui. Ça se fait. Lorsque vous circulez au niveau des abattoirs, il y a des vétérinaires qui passent chaque matin très tôt. Qui doivent passer, est-ce qu'ils pour passent faire vraiment? leur contrôle. Oui, ils passent. Pour faire leur contrôle. Moi, en tout cas, pour tous les différentes fois où j'ai été, j'ai vu qu'ils étaient là, ils font leur contrôle, par exemple. Et donc, si à ce niveau-là, sur le terrain, ça là, c'est un autre débat. Et s'ils le font déjà, ça veut dire que c'est bien possible que dans toute la chaîne, on puisse quand même mettre des contrôles. D'accord, même inopinés, des contrôles également réguliers. Parce que lorsque vous venez, la viande quitte l'abattoir et vient au niveau de la boucherie, et même au niveau du récipient, par exemple, qui doit, par exemple, garder la viande, ou bien du réfrigérateur, ou bien du congélateur qui doit garder, peut-être, il n'y a pas de l'hygiène. Alors que même au niveau des congélateurs, il y a des règles qu'il faut respecter en matière de réfrigération pour pouvoir mieux conserver les viandes. Parce qu'une chose est sûre, ils n'arrivent pas à totalement tout écouler dans la même journée. Et s'ils n'arrivent pas à écouler tout dans la même journée, qu'est-ce qu'ils en font du reste? Est-ce que le reste est bien sûr conservé dans les meilleures conditions qu'il faut? Ça encore, c'est d'autres questions. Alors que lorsque la viande n'est pas conservée, suivant les règles, d'accord, ça veut dire que ça devient déjà un poison pour la population. Ce qui fait que même au-delà de la viande qui est conservée, par exemple, au niveau des boucheries, par exemple, même chez nous à la maison, même quand nous achetons de la viande, lorsque nous voulons conserver dans nos chambres froides, d'accord, au niveau de nos congélateurs, il faut respecter des règles strictes. Et moi, j'invite la population à se cultiver en la matière. Ça ne sert à rien de pouvoir jouer au philanthrope, de détenir un congélateur et dire j'ai toute la nourriture dedans, mais en réalité, il y a des règles de conservation que beaucoup ignorent. Il y a un temps à ne pas dépasser. Merci, il y a le fait que lorsque vous sortez la viande et ça se déglace, vous deviez tout préparer et consommer. Ne plus retourner ça dans le congélateur, alors que ça ne se fait pas souvent. Nous sommes tellement économiques. Quand on sort, on coupe un peu, on prépare et puis on remet. Demain après, et cette négligence que l'on remarque, par exemple, lorsque j'ai parlé des maisons, des foyers, par exemple, cette même négligence, ça se répertorie au niveau également des boucheries, où les conditions de conservation ne sont pas respectées, d'accord? Les règles d'hygiène ne sont pas du tout respectées. Moi, je mets au défi, quelle boucherie vous irez maintenant, vous allez voir les règles d'hygiène respectées. Je n'en trouve même pas. Très rare. Même dans nos grands marchés. Oh, Dieu merci qu'on a des marchés de luxe aujourd'hui, par exemple. Dans les supermarchés. Ou dans ces grands marchés, par exemple, il y a des boucheries qui ont été... Non, je parle des marchés. Je parle des nouveaux marchés modernes. Okay, oui, il y a des boucheries qui ont été mis là où ça respecte normalement les normes. Oui. Et il faut veiller à ce que... Mais est-ce que les gens respectent vraiment, mettent en application ces règles, ces normes-là? C'est pour ça qu'on en parle.
pour attirer l'attention de la police sanitaire, des divers, en tout cas, tous ceux qui sont concernés par la question, des diverses autorités qui sont concernées. Le ministère de l'Agriculture. La question, parce que c'est très important. Il s'agit de la santé. C'est pourquoi le journal parle de poison. En réalité, tous ceux qui meurent, est-ce qu'on arrive à savoir de quoi ils meurent? Leur cause. Parfois même, il y a ces causes-là qui sont dedans. Parce que lorsque vous êtes infecté, ainsi, et que à la longue, vous n'arrivez pas à faire le traitement adéquat, et encore même au niveau du diagnostic, à quelques griffes de quelques médecins qui ne sont pas, il y a quelques incompétents qui ne vont pas pouvoir faire le bon diagnostic pour vous, et vous allez traîner le mal pendant longtemps jusqu'à ce que le moment de découvrir, c'est déjà le cancer qui est là peut-être, c'est déjà fatal pour vous, et donc c'est déjà très important de commencer à réguler ça à la base déjà. Et c'est le pouvoir central qui doit jouer le grand rôle. Parce que c'est eux qui ont, en tout cas, il y a tous les services à leur disposition pour pouvoir quand même faire le contrôle, faire le suivi à divers niveaux pour que quand même la population à son niveau, parce que quand la personne veut aller acheter, il ne tient pas forcément toujours compte de la façon dont c'est conservé. Est-ce que c'est la viande d'hier? Est-ce qu'il y a certains, ils vont te dire que c'est la viande d'aujourd'hui, alors qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas la viande d'aujourd'hui. Et cette viande d'hier n'a pas été conservée dans les meilleures conditions qu'il faut. Et donc, ça pose véritablement un problème. Moi, je crois que c'est très important. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, ils ont un travail à faire. Les cadres qui sont commis à cette tâche à divers niveaux doivent pouvoir prendre les responsabilités, descendre sur ces sites-là pour faire le contrôle. Et je dis, il faut que la police républicaine, avec le nouveau DG, déclenche l'opération viande bien entretenue. Parce qu'en réalité, à Kota, écoutez, Carole Laillé, si c'est parce que vous êtes au plateau les lundis, bon, je crois que demain, mercredi, vous ne serez pas au plateau. Faites l'effort d'aller attendre devant la poste de Calavé. Vous allez voir le spectacle dont je parle. De la viande dans des sacs, malpropres, traînés. Et ça passe devant les policiers tous les matins. Non, ça, vous n'avez pas tort. Et parfois, vous voyez même peut-être la même personne sur une moto attachée 10 bêtes. Oui, 10 moutons en vie. C'est encore mieux. Je ne parle pas de tricycle. Oui, moto, bajaj. Voilà. Il y a 10 bêtes encore en vie, attachées sur la même moto. Et vous voyez les conditions dans lesquelles on a attaché ces moutons-là, qu'on doit amener à l'abattoir. Et après, vous allez manger tout ça. Je crois qu'il faut quand même régler ce problème une fois pour de bon. C'est très important. Nous avons de grands vétérinaires au Bénin, même s'ils ont préféré aller en politique. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a d'autres cas. Il y a la nouvelle génération qui est là. Ils n'ont qu'à... Oui, non, mais je le dis, il y a de grands vétérinaires au Bénin qui ont fait leur preuve partout dans le monde. Mais ils ont préféré aller en politique finalement. Donc les jeunes quand même sont là. Néanmoins, ils réclament toujours l'appartenance, le titre de vétérinaire. Moi, je ne suis qu'un vétérinaire. Ils n'exercent plus ce métier-là. Ils sont politiques actuellement. Donc, j'en parle pour que la jeune génération comprenne qu'ils ont du boulot. Les jeunes vétérinaires doivent pouvoir nous aider à consommer sain, nous aider à préserver notre santé. Il faut que l'État en recrute assez également. Oui, que l'État lance le recrutement de nouveaux vétérinaires. Si d'autres sont allés en politique, certainement il y a 2 places vides, donc 2 postes vacants, il faut pouvoir à ces postes-là pour nous permettre d'avoir des vétérinaires au niveau des boucheries. Voilà, nous allons aborder un autre sujet, le matinal qui parle de l'eau potable. Ce matin, plus précisément à Savès, c'est presque disponible. Eau potable pour tous, un combat presque gagné à Savès. Oui, je crois que le nouveau ministre de l'Énergie et de l'eau était chez lui le week-end écoulé, se ferait de ma part à parler à ses populations, à ses parents. Et donc, d'abord, le problème d'eau potable à Savès était un problème de société. J'estime véritablement que aujourd'hui, quand on va dans le département des collines, il y avait ce problème d'eau potable. Les gens avaient une difficulté à avoir de l'eau, que ce soit Glazoué, Dassazoumé, Savès, Banté, Tchaourou, tout ce que vous voulez. C'était difficile d'avoir de l'eau potable. Témoigner. Et aujourd'hui, oui, bon, nous avons une fille de Savès ici qui avait du mal, ses parents avaient du mal à avoir de l'eau, mais heureusement, il semble bien que le gouvernement de Patrice Talon a fait assez d'efforts. Et donc, il faut le remercier, il faut le féliciter quand même.
Bon, félicitez le chef de l'État quand même pour ce qu'il a fait. Mais on le félicite tout le temps sur ce Non, plateau mais je vous pour demande de dire, les œuvres je vous sociales. demande de porter la voix de vos parents de Savaie, de dire merci au chef de l'État. Merci au chef de l'État, Voilà. merci à son gouvernement. Vous voyez, je ne suis pas contre vous, hein, j'ai amené Carole à vous féliciter ce matin. Donc oui, non, il faut plus sérieusement. Oui, je crois que les problèmes d'eau potable, c'est des problèmes que nous avons dans toutes les localités au Bénin. Et quoique les gens avaient bouffé l'argent de l'eau par le passé, mais ceux-ci quand même, ayant l'argent de l'eau, ont réussi à faire quelque chose, même si tout n'est pas encore fait. Parce que j'ai cité, il y a bien des localités, même dans notre zone ici, hein, à 50 km ou 60 km autour de nous ici, où les gens peut-être ont aussi des problèmes d'eau. Mais j'estime qu'après la fin des travaux, tous ces problèmes d'eau seront réglés. Oui, non, en fait, on ne peut pas construire Paris en un seul jour quand même. Tout à fait. Donc, c'est avec le temps. Patrice Talon fera son effort, ce qu'il peut faire. Il peut pousser jusqu'au niveau... Avec quel temps? Hein? L'État est en train de finir son mandat. Mais c'est ce que je dis. Mais l'État est une continuité. Oui, mais comme il a dit, Patrice Talon continuera, donc il continuera quand il ne lui reste plus beaucoup de temps. Mais pendant les quelques mois jusqu'en avril 2026, il est encore là. Et en 3 mois, 4 mois... Et puis encore que l'État est une continuité, donc n'importe qui... Non, j'aurais aimé qu'ils disent peut-être l'État est une continuité et que les travaux qui ont commencé maintenant vont continuer. Mais bon, il a nommé la personne du chef de l'État, c'est pourquoi... Si j'ai envie de le dire de cette manière, vous savez que je n'aurais pas peur de le dire de cette manière. Donc c'est une manière de dire que oui, le chef de l'État a fait des efforts assez considérables. Les gens ont de l'eau. Paulin Akpona, ministre de l'énergie et de l'eau aujourd'hui, qui est de Savaie, certainement, est en bonne position pour expliquer à nos parents de Savaie que oui, le chef de l'État qui l'a nommé ministre a fait beaucoup de choses pour la localité. Et le jeune Romain Goualé, qui est du département de Colonie également, ne manquera pas, ministre conseiller justement, ne manquera pas de dire ce qui a été fait dans ce secteur. Donc oui, et puis, en tout cas, je crois véritablement que la question de l'eau, même si le gouvernement a fait des efforts, il reste beaucoup à faire. Et puis, dans certaines localités, le problème continue d'être posé, où les gens se plaignent chaque fois. Il va falloir véritablement régler ce problème et aider ces localités à avoir l'eau potable. C'est très important. Marc Goudianou. Oui, je pense que l'eau, c'est la vie et c'est un ouf de soulagement pour les populations et pourquoi pas pour nous de savoir qu'une localité a été vraiment desservie et dispose de l'eau potable et qu'il y a également peut-être les canaux de distribution d'eau potable qui seront mis en place également pour permettre à ceux qui occupent réellement cette zone de pouvoir bénéficier de cette eau potable. Vous savez que la plupart des cas de mortalité infantile sont dus par exemple à ces problèmes d'eau potable où il y a plusieurs infections qui en découlent, la fièvre typhoïde, le choléra, alors qu'ils sont souvent fatales aux enfants. Et donc, c'est très important aujourd'hui qu'on arrive peut-être à régler ce problème-là ou dans cette zone. Et également, il faut penser à le régler dans d'autres zones également où le problème demeure, où le besoin demeure très imminent. Parce que lorsqu'on utilise, par exemple, dans ces zones, l'eau des rivières et d'autres, et des puits également, alors qu'on sait parfois même qu'avec les activités agricoles où les pesticides infectent le sol parfois, où ces pesticides vont, par exemple, au niveau des rivières et autres, et c'est cette même eau que la population recueille, par exemple, pour faire le nettoyage, pour se laver, pour boire parfois, et donc ça amène beaucoup de problèmes dont ils ne s'en rendent pas totalement compte parfois. Parce que, vous savez, ils sont parfois dans cette zone, la plupart sont analphabètes et ils ne pèsent pas forcément le danger que représente l'utilisation de ces eaux usées-là pour la santé, pour leur santé, pour la santé surtout des enfants qui sont souvent très vulnérables par rapport à ce type de problème. Et donc, c'est un combat qui est... c'est un combat de tous les jours pour tous les gouvernants qui vont s'installer parce que le problème, même si le chef de l'État a fini son mandat, l'État a une continuité et ce problème, ça ne cessera pas parce qu'il reste également beaucoup d'autres zones qui ne sont pas couvertes par... Il y a plusieurs zones qui ne sont pas couvertes par l'eau potable et donc il est important et urgent quand même de prendre cela comme une priorité parce que lorsqu'on parle par exemple des actions sociales,
je pense que également, en tout cas la couverture en eau potable également, demeure un maillon très essentiel pour la vie des citoyens également. Et donc, on ne peut s'en départir, c'est insatisfait. Et il faut forcément étendre cela à d'autres zones. Moi, même, je vous dis, même dans les zones du centre ici, d'accord, du sud ici, par exemple, vous verrez des zones où il n'y a pas... La dernière fois, les populations de Sekondi ont décrié le manque d'eau auquel ils sont confrontés. Et puis, des influenceuses l'ont relayé. Mais je crois que des diligences ont été faites pour que les populations se retrouvent de l'eau dans leur robinet. Donc, nous ne pouvons que saluer les efforts. Exactement, les efforts, parce que je puisse me rappeler que c'est très important. Il faut rappeler qu'à l'avènement du chef de l'État, par exemple, il y a eu beaucoup d'améliorations dans le secteur. Nous ne l'aurons pas. En 2022, par exemple, la couverture moyenne des services en eau dans les zones rurales s'élevait à 113%. Vous imaginez, c'est très important. Contre 42% en 2017, par exemple. C'est-à-dire, il y a 7 débuts, par exemple. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et des travaux sont courts, je peux le témoigner parce que j'ai eu à faire une tournée avec Adambi par le passé. Et tout récemment, il a visité les chantiers sur lesquels les châteaux, les constructions sont encore en cours pour... Attention. Ah, voilà, c'est tombé. Moi, je crois que les chiffres, je ne veux pas qu'on en parle. Parce que, véritablement, il y a beaucoup de chantiers. Les châteaux qu'on met pour de l'eau, on en a vu un à Glo ici, on en a à Ouado et autres là, je suis d'accord. Couverture en eau potable, oui, d'accord. Mais parfois, j'ai un problème avec ces chiffres. Pourquoi? Parce que quand je rentre dans les localités, au-delà de ce que je reconnais que des efforts ont été faits dans certaines localités où les gens ont de l'eau, il n'en demeure pas moins que même dans les grandes villes, la couverture en eau potable n'est pas encore ça. Donc c'est pour ça que moi, je veux bien reconnaître ce que le gouvernement a fait. Parce que oui, quand Mac parle de 113%, je crois que le chef de l'État en 2021, quand il reprenait le pouvoir, il parlait de 66%, ils en parlaient de 66% et qu'ils envisageaient aller à 80% ou je ne sais quoi à l'horizon de 2026. Donc ces chiffres... malheureusement, parfois, nous n'avons pas la possibilité d'aller faire... Parce que quand vous demandez, en tant que journaliste, maintenant, aller descendre pour véritablement aller faire le constat, faire le travail, faire le point, l'accès à l'information est aujourd'hui assez difficile. Et donc, ces chiffres avancés, parfois, moi, je mets un peu de réserve pour dire, reconnaissons les efforts qui ont été faits, ça, je l'avoue. Mais je vais quand même faire beaucoup attention avec les chiffres. Non, oui, vous savez, avec les chiffres, il y a un petit problème qui va se poser. Pourquoi ? En réalité, nous ne sommes pas des spécialistes en la matière. Mais seulement, on ne pourra que prendre les chiffres pour pouvoir comparer étudier les informations. Mais lorsque, par exemple, c'est le groupe de la Banque mondiale qui me sort un chiffre comme ça, je pense qu'ils ont assez d'experts, par exemple, pour pouvoir mieux parcourir, pour pouvoir mieux auditer. Exactement. Et puis, les chiffres que j'avance, par exemple, ce sont des chiffres du groupe de la Banque mondiale. Et n'oubliez pas, nous avons eu un projet Aquavie, d'accord, au niveau du ministère, qui a permis quand même de couvrir certaines zones rurales qui ont été dotées, franchement, d'eau potable. Une chose est sûre, de là où on est parti à là où on en est aujourd'hui, c'est qu'il y a des avancées. Il y a une avancée. Donc, on télévise également qu'il faut beaucoup plus d'efforts, surtout également dans les zones qui sont au niveau du sud ici, où on n'imagine pas forcément que ces zones manquent d'eau, ou peut-être un véritable constat n'a pas été fait. Et on se dit que, bon, en réalité, c'est des zones qui sont déjà couvertes en réalité, mais dans le fond, il y a des zones qui sont au niveau du sud ici, c'est-à-dire Cotonou, Calavi, et qui ne sont pas couvertes et qu'il faut quand même veiller à cela. L'un dans l'autre, il y a une avancée après Nicéphore Seglo, Mathieu Kékou en son temps, il y a certainement d'avancée. Après ce Boniaï, mais au cours du mandat de Patrice Talon, il faut reconnaître quand même que des efforts ont été faits. Il y a une avancée également. Ce qu'on souhaite, c'est que davantage les gens travaillent à mieux satisfaire ces problèmes, parce que Mac a soulevé un problème assez important. Vous savez, dans certaines localités, vous savez, les pesticides sont utilisés et quand il pleut, l'eau de ruissellement draine ces pesticides-là dans les marigots et autres. Les gens vont consommer ça et ça crée des problèmes cancérigènes et autres. Et donc, il faut nécessairement pourvoir ces localités de points, des fontaines d'eau,
des forages pour leur permettre d'avoir de l'eau de qualité. Autrement, ces populations vont consommer l'eau déjà souillée et ce n'est pas bon, alors que c'est les enfants du même Bénin dans lequel nous nous retrouvons. Donc je crois qu'à ce niveau, quand même, il faut reconnaître et vivement que des efforts soient faits également. Il y a aussi la société privée qui a été créée par l'État, au Milaye, qui donne de l'eau potable en milieu rural aujourd'hui, qui fait un travail assez intéressant. Quoique sur certains aspects, on peut peut-être retrouver à redire sur les manières de faire, mais ils font un travail assez intéressant. Et dans les localités aujourd'hui, puisque la SONEB n'a pas la possibilité de couvrir toutes les zones, c'est cette structure-là qui permet maintenant aux populations d'avoir de l'eau potable avec des factures qui sont délivrées à la fin du mois. Voilà, nous allons retrouver Fraternité qui s'intéresse à la situation des AME, paysages éducatifs entre passion, opportunités du moment et défis. Paysage éducatif, AME, entre passion, opportunités du moment et défis. Bon, j'ai lu hier que les AME sont en rouge les lundis dans les collèges ou dans les écoles en attendant leur revêtement. Oui, passion, oui, la passion de servir, l'opportunité, parce qu'au moins ça les permet, ça les sort du chômage. Le défi, c'est de combler le problème de l'éducation, donner des enseignants aux enfants dans nos des enseignants dans nos écoles, de pouvoir envoyer des enseignants dans nos écoles parce qu'on en manque sérieusement. Alors, et dans tout ça, quand les gens viennent pour servir l'État, quand bien ils ont la passion de servir l'État, ils ont cette vocation d'être enseignants et d'aider les enfants à sortir de l'ignorance. Et que oui, même si on dit qu'on leur donne du boulot, il faut réfléchir à davantage améliorer leurs conditions de travail parce qu'ils servent le Bénin au même titre que certains cadres qui servent aussi le Bénin et qui ne font pas peut-être autant d'efforts, mais qui sont très bien entretenus. Donc, aujourd'hui, je crois, on a fait le combat tout le temps pour les AME, ça a porté à un moment donné, mais les gens continuent d'espérer parce qu'on nous a annoncé à grand renfort qu'il y aura reversement des AME. Et malheureusement, ce n'est pas du concret. Et il faut, aujourd'hui, avec... moi, j'ai toujours un problème avec la formulation AME. Donc, on diront, mais pourquoi elle dit ça? Les gens sont venus pour servir en tant qu'enseignants, on les a appelés AME. Certains parmi eux ont fait les écoles normales, ont le diplôme pour être enseignant. Vous les avez appelés AME aspirants au métier d'enseignant. Ils ont fait leur expérience une première année, deuxième année, une troisième année, et quand vous regardez les résultats, notamment ceux qui ont gardé les classes d'examen, ils ont eu de très bons résultats, mais vous continuez de les appeler aspirants. Ils demandent qu'on les reverse, mais vous retardez le reversement et vous les continuez de les appeler aspirants. Est-ce qu'on peut continuer à appeler quelqu'un qui a montré ses preuves dans son métier aspirant? Donc j'estime qu'aujourd'hui, ceux qui ont fait 2 ans, 3 ans d'expérience dans ce secteur, l'État, pour jouer la carte de la justice sociale, doit faire l'effort de le reverser. Leur donner de reconnaissance. C'est vrai qu'on a dit que les AME femmes ont droit à un mois droit de congé de maternité. Les enfants des AME ne payent pas la scolarité. Oui, ça c'est des avantages accordés normalement à tout agent de l'État. Mais s'il y a d'autres qui sont agents permanents de l'État et que ceux-ci font même parfois le double de ce que font certains agents permanents de l'État, je crois que la justice sociale recommande qu'on leur donne ce titre d'agent permanent de l'État et qu'on améliore leurs conditions de travail et de vie, qu'on améliore leur salaire, qu'on essaie de leur donner de la valeur. Parce que l'enseignant, oui, on a amené le droit de grève, l'encadrement de la loi sur l'encadrement du droit de grève, oui, pour demander aux gens, vous ne pouvez pas faire grève comme par le passé. Comment? Je suis d'accord que ça a eu de ces résultats. Mais quand vous faites ça, ceux que vous avez contraints à ne pas aller en grève, quand même, faites le minimum pour leur donner de bonnes conditions. Ils vont davantage servir le Bénin. Le Bénin, autrefois, quand il a été, c'était à cause de qui? C'était à cause des enseignants. Qui donnaient. Oui. Donc aujourd'hui, si nous avons des enseignants motivés, nous aurons des enfants bien préparés pour l'avenir. Nous aurons une relève de qualité. Parce que vous voyez, notre génération, à nous trois ici, là, notre génération, on sait ce que ça a été avec la chicotte, tout ce que nous avons enduré. Mais la génération d'après nous, vous voyez les résultats, ce qui a suivi. Il y en a des enfants, il y a des enfants assez intelligents, avec des enseignants de qualité. Mais parmi nous, il y en a qui sont de notre génération, qui sont des enseignants, mais malheureusement qui n'ont pas le même niveau que nous, qui ont fait le même classe que nous, mais qui sont enseignants aujourd'hui. Quand vous les suivez en train de parler même le français, vous souffrez.
Et donc, quand l'enseignant a la motivation nécessaire, ça lui donne la possibilité d'aller se cultiver, de se faire former davantage pour être assez performant et donner des enfants, en tout cas bien encadrer les enfants pour qu'on ait une relève de qualité. Ça se passe au primaire, d'abord à partir de la maternelle, le primaire, le secondaire, les enseignements techniques et professionnels, et notamment à l'université. Parce que, vous voyez, notre génération, les anciens nous vendaient les polycopes. On a tellement acheté ces documents-là, alors que l'État avait la possibilité. Aujourd'hui, on parle de LMD, par exemple, aujourd'hui. Mais vous voyez que 600 étudiants dans une salle pour faire LMD. Moi, j'ai commencé une formation il y a quelques jours. On est que, quand je suis rentré dans les salles pour suivre les cours, j'ai constaté que dans cette salle de cours, il n'y a que 24 places. Pas plus que ça. Chambre et salle bien climatisée, bien éclairée. Mais les conditions sont remplies. je vous dis, vous avez envie d'étudier. Je m'assois dedans, je sens la fraîcheur, j'ai envie d'étudier. Je note face. Moi qui ai la paresse de noter, là, je note avec beaucoup de plaisir. Pour vous dire qu'il y a toutes ces conditions qu'il faut régler. Dans nos universités, on parle de l'MD, mais les conditions ne sont pas réunies. Donc, à tous les niveaux, l'État devra commencer par réfléchir sur la question. Patrice Talon doit pouvoir, à un moment donné, parce que depuis qu'ils sont arrivés, on n'a pas vu d'amphithéâtre pour autant construit. Et oui, c'est vrai que l'LMD ne recommande plus de construire de grandes salles, mais il va falloir quand même améliorer les conditions. Donc, à tous les niveaux, on interpelle le gouvernement pour revoir cet état de choses pour des enseignements de qualité. Marc Gudjanou. Oui, il faut dire que, en temps, on parlait des vacataires dans le système éducatif, où ces vacataires sont aujourd'hui convertis en AME. Et au début, il y a un certain nombre de conditions qui étaient très dures pour ces aspirants. Et au fil du temps, je pense que l'État a essayé d'améliorer leurs conditions, puisqu'ils ne sont pas toujours restés à l'étape A où ils étaient depuis leur entrée dans cette catégorie d'enseignants au Bénin. Et donc, à un moment donné, je me rappelais même qu'au niveau de leur rémunération, auparavant, ils étaient payés sur 9 mois à 11. Et aujourd'hui, maintenant, c'est sur 12 mois, ils sont payés. Mois, oui. Ils ont droit également à l'assurance maladie, d'accord. Ils ont également les congés de maternité dont ils bénéficient aujourd'hui, tout comme les agents permanents de l'État. Des congés de paternité. Bon, c'est sûr qu'il y a des congés de paternité. Il y a des primes d'engagement, par exemple, qui leur ont été octroyées. Il y a la gratuité des frais de scolarité, tel que l'a dit Laurent tout à l'heure. Donc, ces mesures, en réalité, pour moi, représentent déjà un grand effort de la part du gouvernement qui n'est pas resté dans un état statique, d'accord, par rapport à la condition, par exemple, des AME. Et on en était là quand on a promis le reversement des AME. Leur intégration en tant que fonctionnaire titulaire est une préoccupation qui concerne en réalité tous les AME qui n'aspirent pas forcément à intégrer totalement le fichier des fonctionnaires d'État. Alors que, bien sûr, ça répond à un certain nombre de conditions. Il faut quand même, il y a des tests qu'il faut passer, il y a des conditions, par exemple, qui sont octroyées à ceux qui tendent déjà vers la retraite. À un certain âge, on va leur faciliter ce reversement. Et donc, c'est vrai, ce sont un certain nombre de conditions qui ne vont pas totalement satisfaire les AME. Il faut reconnaître qu'ils font un travail énorme. Tout le système éducatif est en réalité un système charnière qui permet quand même de pouvoir avoir le cadre de demain, l'homme politique de demain, d'accord, le docteur de demain, l'intellectuel de demain, ça part de là. Et donc, il est important également que l'on puisse progressivement revoir leurs conditions pour voir qu'est-ce qu'il faut leur accorder. Tel que le titre l'a dit, il y en a qui vont, par obligation, parce qu'ils n'ont pas d'autres portes de sortie, et ils deviennent des AME comme ça, parce que, mis à part ceux qui étaient dans le système vacataire, par exemple, il y en a qui n'étaient pas du tout dans ce système-là et qui se sont réadaptés, qui se sont convertis, parce que n'ayant pas d'autres portes de sortie. C'est comme ce qu'on remarque, par exemple, avec l'entrée dans le corps des forces armées béninoises, par exemple, où beaucoup de jeunes aujourd'hui, n'ayant pas d'autres débouchés, sont obligés parfois de pouvoir rentrer dedans afin de pouvoir joindre les deux bouts. Et il y en a également comme ça, du côté des AME, opportunité du moment, d'accord, c'est ça. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Vous n'avez pas d'autres portes. Et donc, je pense que le gouvernement est en train de réfléchir et les AME se sont plaints du fait que ce reversement
tant annoncés traînent toujours. Est-ce que les divers ministres sectoriels sont en train de travailler assez pour pouvoir réformer les choses, pour pouvoir accélérer les choses afin de leur permettre quand même de bénéficier de ce reversement, bien que ça ne va pas couvrir tout le monde. Je crois qu'on est en train de parler de 3000 reversements pour le début et donc c'est important et donc on va encore analyser pour voir quel autre avantage on peut encore leur associer afin que, puisque le travail qu'ils font est le même travail que font ceux qui sont déjà fonctionnaires de l'État. Et donc, si c'en est ainsi, il faudrait, même si on ne peut pas tout leur accorder, équilibrer un peu la balance pour que quand même ils puissent se sentir à l'aise dans le métier qu'ils font et donner surtout le meilleur d'eux-mêmes. C'est ça qui est important. Parce que lorsqu'ils ne sont pas dans les meilleures conditions, ils auront beau aller dans les salles pour donner les cours, mais ils ne vont pas les donner dans les conditions qu'il faut, avec l'amour qu'il faut, avec la passion qu'il faut, parce que regardant derrière, ils se disent, bon, il y a les parents, les enfants ne mangent pas, voilà. J'ai des difficultés de santé, ça ne va pas, et donc ça le met dans une contrainte pas possible qui l'empêche quand même de pouvoir s'éclore et pouvoir donner le meilleur de lui-même. Donc, je pense que le gouvernement va réfléchir et on espère que, bon, on va améliorer beaucoup plus leurs conditions. On l'espère tous parce qu'on a également des enfants, les enfants de nos parents, peut-être qui sont également élèves avec ces amis. Je crois que ce reversement doit pouvoir être le gros cadeau que Patrice Talon donnera à ses AME avant de partir. Avant de partir. De toute façon, attendons peut-être la veille d'octobre pour pouvoir voir. Bon, voilà, nous allons parler avec dynamisme infopolitique. Candidature des démocrates à la présidentielle de 2026. Rechercher les profils adéquats, même s'il faudra passer à l'externe. Pourquoi est-ce que vous avez fait le geste là? Non, je crois que dans la perspective de 2026, il revient aux démocrates de trouver le bon profil qui pourra bien faire le jeu. S'ils font l'erreur de nous amener des candidats qui ne font pas le poids dans la balance, ils vont payer ça cher et cash. Et donc aujourd'hui, tout d'abord, que ce soit la mouvance également, hein, il faut savoir quel casting fait et quel choix fait, qui on peut mettre de devant pour défendre les intérêts de chaque courant politique. Donc, le pouvoir ayant les leviers en main, beaucoup de leviers en main, a déjà une avance sur certainement les démocrates. Il revient aux démocrates de trouver le joker, ce profil type qui pourra certainement faire l'unanimité, non seulement au sein du parti, mais en même temps en dehors du parti, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui ne se réclament pas être démocrates, mais puis qui peut-être pourront faire leur choix, les accompagner si ce profil arrivait à les convaincre. Donc oui, le choix peut être fait en interne comme ça peut être fait en externe. Hein. Et en externe, il faut savoir aussi faire attention. C'est vrai que quand on parle d'externe, les gens vont automatiquement penser à Kemi Seba et autres. Il revient au parti de décider, de réfléchir. Est-ce que Kemi Seba, maintenant que les gens ont lancé la candidature, il viendra défendre sa candidature au sein du Parti des démocrates pour dire oui qu'il est candidat également? On attend de voir les prochains jours si véritablement il va se prononcer sur cette candidature. Est-ce qu'il va participer devant le jury et autres? Donc, tous les courants ont du boulot, ils ont du pain autour de la planche. Et en ce qui concerne le choix du candidat, du profil type et du duo de candidature, et tout peut arriver, tout peut surprendre. Même les gens que vous ne connaissiez pas, militants hier de certaines formations politiques, on n'hésitera pas à vous montrer clairement qu'ils ont été militants et qu'ils avaient toujours milité dans le silence. On a vu des gens qui étaient dans le silence, mais qui finalement sont devenus patrons des partis politiques. Marc Boudjano? Oui, moi je pense Pensez-vous que le choix du candidat de l'opposition pourrait venir de l'extérieur? D'abord, avant même de pouvoir le dire, c'est que pour espérer en réalité peser dans la présidentielle de 2026, il faut vraiment un candidat chevronné qui remplisse un certain nombre de conditions. Il faut qu'il ait la capacité de pouvoir assembler, il faut qu'il ait la légitimité politique qu'il faut, et il faut qu'il ait de l'expérience et du charisme. C'est très important. Ça fait partie d'un certain nombre de conditions que le candidat doit réunir, par exemple. Et il doit avoir de la résilience et de la résistance. J'espère que vous n'allez pas parler d'argent. Et de la résistance. Non, je ne vais pas parler d'argent. Et donc, tous
toutes ces qualités prises, donc il faut qu'il y ait vraiment un candidat qui ait vraiment les reins solides. Et lorsqu'on regarde dans l'ensemble, il se pourrait que même au sein de l'opposition, c'est-à-dire au sein des démocrates, qu'ils n'arrivent pas peut-être à trouver en leur sein le candidat qu'il faut parce que eux tous, ils ont déjà eu, la majeure partie d'entre eux ont déjà eu la chance de pouvoir prouver ce qu'ils valent. Et donc, les Béninois, en général, ont déjà une idée, par exemple, de la plupart des leaders qui sont au sein de ces partis-là. Et si à un moment donné, les Béninois en ont marre de pouvoir voir toujours peut-être les mêmes visages, d'accord, les mêmes toujours à la recherche du pouvoir, donc il sera obligé au parti de pouvoir aller dénicher un candidat à l'externe. Et dans ce cas précis également, il y a un autre piège qui les attend. Parce que lorsque vous allez chercher un candidat qui est à l'externe, ça veut dire que vous ne le connaissez pas ou vous ne le maîtrisez pas totalement assez. Et donc, cela peut poser des difficultés à imposer sa légitimité au baron même de ces partis-là. Et il faut également composer avec la société civile qui est également un grand acteur de la chose. Et donc, une candidature, une approche hybride est vraiment privilégiée dans ces conditions-là où on sait que 2026 sera très dur pour toutes les formations politiques, pas seulement pour l'opposition, mais également pour la grande mouvance présidentielle. Et donc, le candidat peut venir de nulle part. Reste à pouvoir donner les preuves qu'il a vraiment les capacités à pouvoir quand même aller au-devant pour pouvoir essayer de conquérir les militants à divers niveaux, pas seulement les militants de l'opposition, mais également puiser également dans cette grande mouvance présidentielle pour pouvoir recueillir d'autres militants de l'autre côté également. Sans eux, il ne pourra pas faire forcément l'affaire. Je crois qu'il faut accentuer le débat sur un aspect très important. Il faut que les partis politiques, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, fassent l'effort de ne pas nous faire tomber dans le piège du candidat qui doit être forcément riche. Le candidat qui a le bon profil, on doit pouvoir ensemble au sein de la formation politique l'accompagner à être président de la République. Et il faut que ce candidat incarne une alternative vraiment crédible et fédératrice. Parce qu'il faut qu'il se départisse en réalité du fait de pouvoir avoir toujours en adversité le camp de la mouvance présidentielle et savoir que c'est vrai, nous sommes en combat politique, mais mis à part cela, c'est qu'il y a l'intérêt de la nation, l'intérêt des citoyens qui est au-delà de tout. Et ça doit être en réalité, ou les besoins des populations, du peuple qui doit être en réalité son combat de tous les jours et non peut-être tirer forcément sur les faiblesses de l'autre pouvoir ou de l'autre gouvernance pour pouvoir rejaillir forcément dessus pour dire, OK, voilà, ils n'ont pas fait ci, moi je veux faire ci. Non, on est fatigué de ce type de discours et il faut aller au-delà de ça. Donc je le disais, il faut faire très attention pour ne pas tomber dans le piège de oui, il faut qu'il ait l'argent, il a le pouvoir financier, parce que c'était un ténor du parti, il trouve que bon, celui qui a l'argent quand il vient, il nous mettra bon, il va vite sortir l'argent, on va animer la coordination. Vous savez très bien que quand c'est comme ça, on fait un budget de 50 millions, on sait qu'on veut dépenser 25 millions. Donc on cherche pour ça, parce que chacun veut profiter pour construire sa maison ou acheter une nouvelle, changer de voiture. On préfère celui qui a l'argent que celui qui a les bonnes idées. Et c'est à ce niveau que tout s'écroule. Parce qu'après, celui qui a mis son argent veut faire retoucher investissement et vous ne commencez pas à crier encore. Alors que c'est vous qui avez quand même obligé la personne à investir. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons commencer par travailler sur les profils des citoyens béninois. Les citoyens béninois qui ont des parcours irréprochables. Et dans ce cas, même, je le disais hier, le paysan ou le menuisier de Tukuntuna ou de, comment vous appelez, Patago ou je ne sais quoi, doit pouvoir dire, d'Adamsa, si vous voulez, de Govier, chez ma grand-mère paternelle. S'il dit, je veux être candidat, on doit pouvoir l'accompagner. Et dans d'autres pays, c'est ça qui suscite les gens, amène les gens à cotiser, à accompagner les candidatures. Mais puisque nous avons toujours mis nos destins entre les mains de ceux qui ont l'argent ou bien ceux qui ont été financés par les gros bonnets, c'est qu'après, on ne commence pas à crier encore. Il va falloir commencer par faire cet exercice-là, pour que celui qui vient soit conscient qu'il est redevable à tout le peuple béninois, à tous les Béninois, et qu'il n'a pas droit à l'erreur. Il faut leur rappeler que
le jeu politique auquel on a assisté en 2016 avec le pouvoir de l'argent, s'ils pensent qu'avec ce même jeu politique, on va retomber en 2026, ça ne va pas passer. Et il faut qu'ils se disent que Kémy Séba n'a pas d'argent. Donc, il ne faut pas qu'ils espèrent en vouloir positionner Kémy Séba en espérant qu'ils vont trouver de l'argent. Non, il faut quand même comprendre que Kémy Séba, c'est quelqu'un qui a fait l'Europe tout le temps. Et donc, dans la mentalité européenne, tout le monde sait que même quand vous allez faire... On ne peut même pas espérer. Mais écoutez, vous ne pouvez pas faire... Non, écoutez, Caroline, vous invitez... Mais vous n'êtes pas sérieux là. Non, mais quand vous invitez un acteur politique... On parle d'un potentiel candidat. Oui, non, je le dis. Non, en fait, on le dit pour que les gens comprennent que ce n'est pas l'argent. Si c'est l'argent que les gens doivent suivre pour penser que Kémy Séba va amener l'argent, ce n'est pas évident. Pour dire quoi? Quand vous invitez un acteur politique sur le plateau ici, il vient ici, il finit. Parfois, il y en a, bon, vous en connaissez, vous savez très bien moi, ma position par rapport à ça, qui vont vous glisser pour dire, bon, ça, prenez du café avec ça, vous prenez ça avec ça. Écoutez, vous voulez me dire quoi, Magou Dianou? Vous voulez me dire quoi? Vous voulez me dire Allez-y. Ne m'amenez pas à parler. Par contre, un Kémy Séba, vous l'interviewez ici, il finit, il se lève, il peut partir. Il va vous serrer la main tout simplement et vous remercier. Donc les gens doivent pouvoir... Et tout ça, ceux qui disent, même les populations qui pensent que oui, Kémy Séba, il est l'ami de certains blancs et que là, c'est pas ça. Hein. Il faut que les gens commencent par dire, nous soutenons pas pour l'argent, nous soutenons pour la vision, pour les idées. Et si ça, on le fait comme ça, parce que ce qui se fait là... Pour finir, nous allons parler rapidement de l'interdiction de meeting à Abomey-Calavi. Le parti LD et le maire de Calavi se rejettent le tort. C'est Matin Libre qui en parle. Je crois qu'il y a Palmarès également ce matin qui donne l'avis du maire Angelo Arwandino. Marc Goudianou. Oui, c'est vrai, sur la question, je pense que la première personne à pouvoir opiner sur cette question d'interdiction de marche, c'était Mitokpe, l'ancien député qui a fait une vidéo que j'ai suivie sur Facebook, qui dénonçait la chose et d'un certain nombre de privations d'organisation, de manifestations. Et moi, je n'ai pas voulu, même en tant que journaliste, opiner rapidement sur la situation ou faire des analyses sur la situation parce que je me dis généralement, dans ces cas de figure, lorsque vous n'avez pas la preuve qu'ils ont vraiment rempli toutes les conditions et que l'autorisation a été validée, vous savez, on est dans un environnement politique où les acteurs politiques sortent vite pour aller vite en besogne sans pour autant donner les détails important des conditions dans lesquelles peut-être ils n'ont pas eu droit à cette autorisation-là. On a pu constater qu'en réalité, ils ont déposé dans un premier temps où le lieu n'était pas adéquat et qu'il fallait changer de lieu et on leur a notifié cela et qu'ils ont redéposé les dossiers, mais c'est qu'ils n'ont pas payé les frais. Ils n'ont pas payé les frais et donc le maire se dit qu'en réalité, l'administration, c'est une suite. Hein. Il faut déposer au secrétariat administratif, il faut que ça suit tout le canal qu'il faut avant de venir au maire pour que le maire lui puisse signer en passant bien sûr par la secrétaire exécutive. Et donc, si le maire n'a pas pu avoir le dossier à son niveau pour pouvoir signer, si le dossier n'a pas pu respecter toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir bénéficier de cette autorisation et que ça soit validé au niveau de l'administration, je pense que il ne faudrait pas toujours ramener cette question-là à une question politique. Parce que lorsque vous avez une administration qui est bien en place et que vous respectez à la règle les conditions qu'il faut, je pense qu'il n'y a pas mal donne en la matière. Si éventuellement, c'est qu'ils avaient pu obtenir l'autorisation et qu'ils avaient ça en main avant l'arrivée des policiers, par exemple, et qu'on leur avait interdit, j'aurais compris que là, ça, c'est une entrave à leur liberté de pouvoir manifester, de se réunir également. Et donc, ce serait très grave pour la démocratie. Et donc, il faille, dans ces conditions, limiter les responsabilités de chacun. Il ne faudrait pas emballer à chaque fois la population dans des incompétences ou dans la façon de ne pas pouvoir bien faire les choses dans les règles de l'art et s'en prendre. Lorsque vous voyez que le délai ne va plus convenir pour que vous ayez le papier à temps, vous pouvez reporter. D'accord, la manifestation. Vous reportez simplement la manifestation, le temps que le document sorte. Maintenant, s'il y a de lenteur à ce que le document sorte, vous avez encore la voie pour pouvoir aller dénoncer que vous avez déposé depuis tel moment et que depuis on ne vous l'accorde pas alors que vous avez besoin de vous réunir avec vos militants
et autres. C'est vrai qu'il y a la question de l'équilibre entre les grands partis de la mouvance qui font des demandes et qui sont peut-être accordées dans un bref délai. Et peut-être, on ne sait pas, hein, on n'est pas dans le secret de l'administration, peut-être qu'ils ont respecté le processus en la matière, on ne sait pas. Ils ne l'ont pas respecté, on ne sait pas. Du moment où ils ne se sont pas plaints d'avoir été interdits d'une manifestation, il y a la récupération politique qui se fera à ce niveau. Et je pense que c'est cette récupération politique que l'opposition est en train de faire aujourd'hui en voulant tirer pas seulement sur l'administration, mais sur les politiques en disant que peut-être c'est parce qu'ils sont de l'opposition qu'ils ont, ils ont été interdits de pouvoir se réunir. Roland, très rapidement. Oui, moi je vais lire la loi numéro 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin. Alors je lis l'article 6. Outre les libertés reconnues à tout citoyen, l'État garantit aux partis politiques les libertés publiques dans le respect des règles constitutionnelles. Je descends au niveau de l'article 9. Pas 9, 8, pardon. Les partis politiques bénéficient d'un accès équitable. Oh non, attention, c'est pas ça. Il y a un autre article qui dit clairement qu'il faut respecter les règles. Tout est régi par les règles. Les tests. Oui. Donc, je crois que véritablement, les démocrates doivent pouvoir faire très attention. Dès lors que vous savez que vous êtes en minorité et que les gens peuvent trouver des moyens de vous bloquer, de vous empêcher de manifester, de faire des réunions, vous devez pouvoir faire les choses dans les normes. Moi, j'ai suivi la sortie de l'honorable Guy Mitokpe qui se plaignait de ce que, oui, on a empêché une sortie de Noureno Achade ou je sais quoi, à Waké, et qu'à Calavi, on a empêché. Est-ce que les courriers ont été déposés à temps? Est-ce que les frais qui doivent être payés ont été payés à temps? Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut maintenant situer la responsabilité. J'ai pu lire hier que quelqu'un disait qu'ils n'ont pas payé, ils n'ont pas vite payé et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu l'autorisation. Donc quand vous savez que vous serez tout le temps, vous serez à tout moment empêché, c'est que vous faites l'effort d'être dans les règles d'abord et après la population vont constater et tirer les conclusions qui s'imposent. Donc il revient à eux aujourd'hui de faire très attention et de nous proposer, en tout cas quand ils veulent se plaindre, il faut qu'ils se plaignent de façon formelle. L'article, voilà, je retrouve l'article, si vous permettez, l'article 9, les activités des partis politiques à l'occasion des réunions publiques d'information et des opérations électorales sont régies par des lois et règlements en vigueur. Donc si les gens, à un moment donné, ont pu tracer la ligne rouge et ont pu dire que oui, vous devez respecter les règles en vigueur, les lois et règlements en vigueur, il vous revient de faire tout pour être dans les règles. Et après, parce que là, quand le débat commence comme ça, c'est à croire que vous voulez enfreindre les lois et règlements de la République. Et en bon démocrate, on ne doit pas vous reprocher ça. Je pense que c'est là que se situe le problème aujourd'hui. Et les démocrates, s'il y a un service qui s'occupe de déposer les courriers, il faut maintenant renforcer ce service-là pour s'assurer que les courriers sont déposés à temps, pour s'assurer que les paiements sont faits à temps, pour que demain, on ne les empêche pas. Parce que tout le temps, le pouvoir en place n'a pas d'intérêt à les voir se réunir. Nous sommes sur un terrain politique. Par le passé, ça s'est passé. Hein. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie pour certains. Les gens aussi l'ont fait par le passé, en empêchant certains de se réunir. Parce que quand on estime que, oui, cette réunion-là peut nous être fatale, on empêche ça, on fait des choses pas assez orthodoxes. Donc, chaque camp politique joue sa carte pour empêcher l'autre d'avoir du terrain et de démonstration. Donc, c'est le plus important. J'estime que, véritablement, les démocrates, si véritablement ce qui a été dit là, ils n'ont pas à payer à temps, si c'est vrai, qu'ils comprennent que les prochaines fois, ils doivent pouvoir se mettre en règle. Quand ils vont se mettre en règle, les populations seront là pour les défendre. Merci Roland, merci Marc.